autour du message de prévention à destination des locataires autonomes du parc social. Oui, bonjour à tous. Effectivement, merci d'être là. A priori, toutes les personnes qui sont autour de cet écran et de ce webinaire, ce sont des personnes qui sont impliquées dans la politique dans l'encadrement et l'accompagnement des seniors dans l'habitat locatif et dans l'habitat locatif social, puisque autour de la table, ce sont essentiellement nos partenaires du parc social. Partenaires avec qui la CNAV a signé en 2020 ou 2021 une nouvelle convention cadre qui fixe des objectifs et des enjeux autour du vieillissement en bonne santé et de manière globale en faveur de la longévité dans une société inclusive. Donc on est bien autour de cette table-là et l'idée aujourd'hui, c'est d'évoquer ensemble un des axes importants de cette convention cadre et de nos engagements qui est la prévention. La prévention, elle était rentrée dans notre dispositif clairement par le biais initial des travaux dans le logement, puisque nous sommes tous convaincus depuis longtemps que c'est parce qu'un logement est bien aménagé qu'il y aura une vie le plus longtemps possible dans ce logement, en évitant les risques de fragilisation. Donc ça, c'était un point acquis sur lequel on pourra revenir, mais qui aujourd'hui fait partie de l'ADN de notre politique. Par contre, lorsqu'on parle de prévention d'une manière plus large, de prévention primaire, on touche à d'autres actions, à d'autres axes qui ne sont pas forcément aussi maîtrisés par chacun d'entre nous et surtout pour lesquels nous sommes encore parfois un peu démunis pour en parler vis-à-vis des retraités et spécifiquement des locataires. Donc l'idée aujourd'hui, c'est bien de voir comment parler de prévention sans que ce terme lui-même soit déjà stigmatisant et également comment convaincre. Donc peut-être aussi rappeler d'abord pourquoi la CNAV est engagée dans cette politique et la slide que nous partageons est un résumé sommaire mais néanmoins complet de nos axes d'intervention avec en fait un rappel sur ce que sont les populations cibles de l'action sociale, retraite, et également quels sont les niveaux d'intervention. Les cibles, bien sûr, ce sont les retraités, mais on sait bien qu'il n'y a pas une population homogène de retraités, mais plusieurs statuts, plusieurs situations pour lesquelles il faut avoir un langage et des actions différentes. Suivant que l'on est un jeune retraité, suivant qu'on est un retraité autonome actif, mais également aussi, on peut être un retraité déjà fragilisé, celui qui n'a pas encore été touché ou touché trop tard par nos actions de prévention. Donc par rapport à ces trois cibles de population, nos niveaux d'intervention sont des niveaux d'intervention primaire, secondaire ou tertiaire. Le niveau primaire, c'est celui sur lequel on va le plus travailler aujourd'hui, c'est la communication autour de la prévention, les langages qu'il faut utiliser pour en parler et également les actions que l'on peut proposer justement à ces seniors pour qu'ils soient acteurs eux-mêmes de leur propre autonomie. Donc au niveau de l'assurance retraite, les actions que nous pouvons proposer, ce sont d'abord les ateliers du PRIF, hein, ça on est aussi tous autour de la table des connaisseurs et des adeptes de cette offre de service qui formalise bien le parcours de prévention autour de toutes les thématiques essentielles de santé publique, mais également d'autres actions qui tournent toutes autour du lien social. Donc on est vraiment sur ces éléments-là. Il y a peut-être un autre élément
principal sur lequel j'aimerais aussi insister, c'est que lorsqu'on parle de prévention, on parle d'anticipation de la fragilité, hein, de repérage d'une fragilité qui peut être encore latente. Et donc l'idée est bien d'être là dans ces moments de rupture que constitue la survenue de la fragilité. La rupture, elle peut être à plusieurs stades. Elle peut être au moment du passage à la retraite, elle peut être au moment de la sortie d'hospitalisation, elle peut être aussi pour le retraité, simplement au moment où on lui fait des travaux, hein, tout simplement, parce qu'à ce moment-là, il peut y avoir une remise en cause de sa propre situation. Donc voilà tous les axes principaux sur lesquels on situe notre action. Le webinaire qu'on vous présente aujourd'hui, sur lequel on souhaite vraiment votre participation active, c'est une réflexion sur justement jusqu'où on peut aller dans cette définition de la prévention et dans cet accompagnement-là. On reviendra dessus ensuite, mais on vous proposera aussi d'autres webinaires qui permettront de détailler plus largement les axes que nous avons identifiés aujourd'hui, parce qu'une fois qu'on a parlé de prévention, une fois qu'on a convaincu, c'est le moment pour les bailleurs sociaux d'engager des actions, et nous avons voulu, par la convention cadre, par notre présence aussi aujourd'hui, montrer que s'il y a un projet en faveur de l'innovation, la CNAV est aux côtés des bailleurs sociaux pour les repérer, pour les développer et pour les mettre en œuvre. Voilà, je laisse la parole à ce stade-là à Nicolas Menet, directeur de Silver Valley. Bonjour à tous, merci d'être parmi nous, merci Christiane pour cette introduction. Donc effectivement, nous avons travaillé avec la CNAV sur ce sujet de la prévention et des bailleurs, la CNAV étant un acteur majeur pour Silver Valley, puisqu'il s'agit de notre principal partenaire public. Donc merci encore de la confiance qui nous est accordée. Alors le principe de Silver Valley, c'est finalement d'être une sorte de vigie prospective sur les grandes tendances qui peuvent exister. Donc l'année dernière, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, on avait fait des Open Labs. Les Open Labs, c'est vraiment un outil d'investigation qu'on a créé chez Silver Valley avec des collectifs partenaires comme des associations par exemple, des sessions de réflexion et de tests, des sessions dans lesquelles on demande à des personnes âgées entre 60 et 90 ans qui vivent pour certains dans le parc social, d'autres non, un petit peu leur vision de l'adaptation de l'habitat, par exemple, de la prévention, les mots aussi qu'ils utilisent. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on est en capacité d'avoir des informations toujours renouvelées sur le sujet des seniors et de l'habitat. Alors le grand enseignement du dernier Open Lab qui a été fait pour le compte de l'assurance retraite Île-de-France et particulièrement du PRIF qui travaillait sur son offre, c'est que tout est aujourd'hui une question de mots, une question de vocabulaire, une question d'argumentaire. On voit bien aujourd'hui que les termes comme la santé, la prévention ou même le bien vieillir finalement renvoient à ce qu'on appelle une image déficitaire du vieillissement. C'est qu'en fait même si on utilise tout simplement le terme de prévention de façon totalement implicite, et peut-être que on s'en rend pas forcément compte, de façon totalement implicite, on développe une image déficitaire de la vieillesse. Ça veut dire qu'il faut prévenir pour pouvoir bien vieillir. Et même la notion de bien vieillir pose des questions aux seniors eux-mêmes, puisque en gros, ce qu'on leur dit en parlant de bien vieillir, c'est vous pouvez vieillir, mais bien. Donc c'est pas facile à vivre finalement, parce que c'est une forme de stigmatisation positive. Mais ce sont des termes qui sont plutôt rejetés en fait par cette population, et ils proposent tout simplement le terme de bien-être ou de confort tout simplement, et parce que la retraite est globalement vécue aujourd'hui et perçue et vécue justement comme un lieu d'épanouissement, d'accomplissement de soi, beaucoup plus que de prévention en tant que telle, même si bien sûr tout le monde a conscience de la dimension de prévention. Donc ça c'est le premier enseignement clé qui permet aujourd'hui de redéfinir les paradigmes du vocabulaire et de la conception de la vieillesse. Alors justement, si on revient aux seniors autonomes, on parle beaucoup des seniors autonomes. Qui sont les seniors autonomes aujourd'hui? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a 16 millions en France de personnes de plus de 60 ans.
dans ces 16 millions de personnes, il y a 1,2 million de personnes qui est bénéficiaire de l'aide personnalisée à l'autonomie, donc qui sont des personnes qui sont gérées, ce qui reste quand même une grosse partie de personnes qui ne sont pas administrativement, on va dire, réputées comme étant dépendants, ce qui fait que globalement, la plupart des chiffres, notamment de l'INSEE, nous disent qu'il y a 92% des Français de plus de 60 ans qui sont autonomes. Donc la réalité, c'est quand même celle-là, et la CNAV a cette action auprès de ces publics autonomes dans le cadre de la prévention. Donc il y a quelques éléments sur la population qu'il faut rappeler quand même pour recadrer un petit peu cette vision des personnes âgées en France. Donc comme je l'ai dit, hein, il y a à 65 ans, on a plus de 10 ans d'espérance de vie sans incapacité, ce qui fait que globalement, hein, selon l'adresse en 2019, donc c'est des chiffres très récents, jusqu'à 75 ans, on peut vivre tout à fait normalement et même bien au-delà évidemment dans la plupart des cas. Autre préjugé qui est fréquent, c'est les seniors ne sont pas connectés. Alors c'est vrai bien sûr pour 4 millions d'entre eux, comme le rappellent régulièrement les petits frères des pauvres, on a 4 millions d'exclus du numérique en France, ce qui nous laisse quand même 12 millions de personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec le numérique, et on a 90% de la tranche d'âge 60 à 64 ans, donc les jeunes seniors, mais c'est ceux qui seront aussi demain des vieux seniors, qui ont une connexion Internet. 20% des personnes de 70 ans sont sur des réseaux sociaux, par exemple. Donc aujourd'hui, la France est un pays, grâce aux différents plans numériques qu'on a pu avoir en France, la France est un pays connecté de façon générale, et les personnes âgées, évidemment, suivent cette logique. Ça, c'était un point très important, notamment suite à la pandémie. On a une réelle augmentation des compétences numériques des seniors qui était inattendue. On estime à 4 à 5 ans de gains de compétences numériques pour les seniors, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué de se passer du numérique quand on parle de seniors. Autre spécificité de cette génération, c'est que aujourd'hui, on est dans une population senior qui est la première peut-être de l'humanité, hein, ça on n'en sait rien, mais en tout cas la première génération qui est experte dans son propre vieillissement. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui sont actuellement dans l'avancée en âge ou qui sont à la retraite, autonomes ou pas, ont été aidants ou sont aidants d'un parent bien sûr plus âgé qu'eux, voire parfois évidemment d'un conjoint. Et je rappelle que la moyenne d'âge des aidants est de 54 ans, donc on a une très large population, 11 millions d'aidants en France, qui est aidant. Donc quand on est aidant, d'abord, il y a tout ce qu'on connaît des aidants, mais surtout, on s'acculture soi-même finalement à la problématique de la prévention et de l'avancée en âge. Autre sujet, c'est que c'est pas parce qu'à partir du moment où on passe à la retraite, on est senior, personne âgée ou tout ce qu'on veut ou retraité. C'est pas parce qu'on est dans l'avancée en âge qu'on a toujours les mêmes besoins au même moment. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est que par exemple, quand on n'est pas géré, quand on est encore en activité, quand on est un jeune, très jeune retraité, on est plutôt dans une logique d'ajustement à l'avancée en âge et pas forcément dans une logique de prévention. En tout cas, dans la tête, évidemment, de la personne. Qu'est-ce que c'est que l'ajustement à l'avancée en âge? C'est des choses très simples. C'est, par exemple, retirer un tapis, c'est augmenter le niveau de luminosité dans l'appartement, c'est grossir la police sur son téléphone portable pour pouvoir mieux voir et être moins... Voilà, c'est toutes les petites fragilités invisibles qui sont liées à la sénescence, donc au vieillissement naturel, mais c'est pas parce qu'on fait ces choses-là qu'on est directement dans une logique de prévention, on est juste dans une logique d'ajustement. Et ça, c'est très important parce que cet ajustement à l'avancée en âge, il va venir apporter finalement le contexte, le creuset favorable à la logique de prévention. Donc d'abord s'ajuster à l'avancée en âge, puis prévenir, compenser les risques liés à l'avancée en âge. Et là, on est vraiment dans la logique de prévention, soit pour les pertes physiques, les pertes cognitives, une sénescence un peu plus avancée, et puis de toute façon, savoir se projeter dans l'avenir pour, par exemple, s'hydrater correctement, continuer à avoir des activités physiques, et bien évidemment, adapter son habitat. Mais on ne peut pas passer du jour au lendemain d'une logique, je dirais, de vie complètement normale, sans aucune limitation, à une logique de prévention. Donc cette case d'ajustement à l'avancée en âge paraît tout à fait nécessaire pour sensibiliser les personnes qui avancent en âge à la logique de prévention. Et ensuite, bien sûr, on rentre dans la dimension qui est bien connue, qui est liée à la gestion de la perte d'autonomie, l'avancée en âge, qui n'est pas la même chose, effectivement, que la prévention, puisque là,
on va gérer des pertes massives, que ce soit cognitives ou physiques. Donc là, ce sont des gens qui sont gérés de 1 à 4, par exemple. Et ça, c'est un autre sujet. En tout cas, je voudrais vraiment insister sur un point par rapport aux populations vieillissantes dans le cadre du parcours normatif de l'avancée en âge. Alors, le parcours normatif, c'est un parcours où il n'y a pas de pathologie spécifique, c'est un parcours de vieillissement naturel. On doit passer par cette case d'ajustement à l'avancée en âge avant d'arriver à la case de prévention. Et souvent, on oublie cette case de l'ajustement. Et c'est ça qui fait que la logique de prévention est difficile. Alors, du coup, aujourd'hui, on trouve effectivement de nombreux freins à l'adoption d'une démarche préventive. Pourquoi de nombreux freins à cette démarche préventive? Parce que, tout simplement, on l'a vu tout à l'heure, la terminologie, l'argumentaire autour de la prévention est parfois jugé trop stigmatisant. Effectivement, dans le cadre du PRIF, on a beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi à ce sujet-là. Alors, ce que dit le PRIF, effectivement, c'est la prévention, c'est notre cuisine interne. Nous, ce qu'on veut, c'est apporter du bien-être et du mieux vieillir et du vieillissement actif aux personnes âgées. Donc ça, c'est des arguments qui sont déjà beaucoup plus positives. Donc, éviter évidemment cet argumentaire stigmatisant. Et parfois, il ne faut pas grand-chose pour que la personne soit stigmatisée, et le terme même de prévention peut éveiller cette dimension-là. Et surtout, le terme de prévention connote souvent de lourdes interventions. Par exemple, le fait qu'on parle d'adaptation, d'environnement adapté, c'est paradoxalement une approche qui est liée au handicap, par exemple. Or, pour beaucoup, le vieillissement n'est pas lié au handicap. Donc, on a vraiment cette sensibilité qui est très forte. Alors même que la plupart du temps, les seniors, dans leur logement, bricolent finalement, d'une façon ou d'une autre, des solutions pour se sentir mieux, comme par exemple retirer les tapis, on l'a vu, ou mettre des matériaux non dérapants dans les salles de bain, ou par exemple parfois tout simplement transformer leur baignoire en douche, etc. On l'a fait, on l'a étudié. Donc cette idée, encore une fois, d'adaptation, l'idée c'est vraiment de l'orienter vers du confort, du bien-être, du design, du mieux-être, de l'ajustement, tout simplement, tout comme à plein de périodes de sa vie, on adapte son domicile. Quand on est étudiant, on mange par terre. Après, on a un peu mal au dos, on achète une table et des chaises. Après, si on a des enfants, on s'adapte aux enfants, etc., ainsi de suite. Et tout simplement, quand on a un peu d'arthrose, quand on a des problèmes de sénescence, évidemment, ça peut être, c'est plutôt une logique d'ajustement, d'adaptation. J'espère qu'on m'entend bien, ce qu'on me dit dans l'oreillette, que mon micro fonctionne pas bien, il est peut-être déchargé. Voilà, de toute façon, j'ai terminé sur cette partie-là. Donc voilà un petit peu l'idée générale dans ce qu'on trouve dans les Open Labs de Silver Valley, c'est ce genre d'enseignement un petit peu fin, très qualitatif, très sociologique. On n'a pas plein de chiffres à vous montrer, mais concrètement, l'idée est de mettre en avant cette logique d'ajustement avant la prévention. Alors, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon micro, mais il s'avère que j'ai terminé mon intervention et je laisse la parole à Marguerite Rigaud, qui est chargée d'action sociale, référent habitat et cadre de vie à la direction de l'action sociale en Île-de-France. Marguerite, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Donc, si je résume ce qu'on a entendu depuis le début du webinaire, finalement, la question, ce serait comment parler prévention aux locataires sans parler prévention. Effectivement, ça s'annonce un travail d'équilibriste, mais l'idée, c'était bien de pouvoir en parler ensemble. Et pour ça, je vous propose de revenir un petit peu à la manière dont on travaille avec vous, les bailleurs sociaux qui sont entrés dans ce partenariat avec nous pour mieux accompagner nos retraités dans le parc social, parce que c'est plus pertinent de passer par votre intermédiaire et puis parce qu'il est nécessaire d'avoir une approche cohérente et globale sur ces sujets. Parce que bien sûr, il y a l'adaptation des logements. Et donc, vous le revoyez dans les 3 axes qui sont établis dans les nouvelles conventions qu'on vous a proposées depuis 2020.
Donc, il y a ces adaptations de logement. Et puis, il y a ce premier axe sur lequel on a voulu insister, volet qu'on a renforcé dans le cadre de ces nouveaux partenariats et qui se décline, vous vous en souvenez certainement tous, par ces trois éléments, enfin, qui se déclinent en une offre d'ateliers collectifs de prévention, donc ces ateliers du PRIF, ensuite des visites de prévention qu'on est en train de peaufiner pour pouvoir les mettre en œuvre avec vous dans le mois qui vient, et puis un soutien aux projets, des projets de prévention innovants sur lesquels on veut vous accompagner et sur lesquels on souhaite des développements. Alors, pour développer cet axe, justement, cet axe prévention, nous vous proposons de repartir un petit peu de ce qu'est la prévention, pour la CNAV en tout cas. Donc la prévention, c'est très rapide évidemment, mais c'est important quand même qu'on parte tous des mêmes bases. C'est améliorer les grands déterminants de la santé et de l'autonomie. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la prévention primaire. Mais c'est aussi une gestion active et responsabilisée de son capital santé. C'est ce qu'on appelle de la prévention globale. Et enfin, forcément pour nous, la prévention en tant que caisse de retraite, c'est cibler la population spécifique des seniors et même des seniors autonomes, vous le savez, et on est donc dans une démarche de prévention sélective. Donc finalement, la prévention, c'est une approche globale de la santé autour de thématiques essentielles de la vie, à tout âge, bien que forcément nous on s'adresse plus particulièrement aux seniors, et c'est une approche positive qui ne mentionne pas les risques, d'où parler de prévention sans prévention quand prévention est entendue comme porteur de risque, n'est-ce pas, avec la recherche de la participation active de la personne. Vous le verrez, certains nous en reparleront tout à l'heure, c'est important d'avoir cet engagement personnel, sinon bien souvent on manque nos cibles. Et puis, la prévention, c'est voir le vieillissement comme une adaptation à son environnement. Nicolas Menet nous parlait d'ajustement. S'adapter à son environnement, on le fait toute notre vie, comme il le rappelait également, et à chaque étape de la vie, mais même presque chaque jour, on s'adapte à son environnement et à son état de santé. Du coup, on arrive sur la diapo suivante qui reprend les 5 principes qui sont derrière nos programmes Bien Vieillir qui ont été établis avec Santé publique France et en interrégime avec les autres caisses de retraite. Et donc là, vous avez un schéma qui redécline les 5 principes fondamentaux. D'abord, en premier, que les personnes âgées sont bien une ressource pour la société. On a parlé de perception positive. Ensuite, qu'à tout âge, les interventions de prévention sont efficaces. Donc, en amont, et donc si on reprend nos cibles seniors avant d'être vieux, si je peux l'exprimer ainsi, mais de toute façon, tout au long de sa vie, et quelle que soit notre autonomie. Ensuite, qu'il est fondamental de prendre en compte les inégalités sociales de santé, et on sait que vous, en tant que bailleurs sociaux, vous êtes vigilants et sensibilisés à ces questions de public qui peuvent être plus précaires, et à cette diversité également des publics. Ensuite, 4e principe, l'autonomie et le libre choix sont les finalités des actions. C'est important d'engager, que les personnes le fassent pour elles. Et puis enfin, 5e principe, la population des personnes âgées comporte de nombreuses spécificités. Les seniors ne sont pas un seul et même profil. Madame Flouquet parlait tout à l'heure déjà de certaines cibles de notre action sociale par rapport à l'entrée en retraite ou par rapport au fait qu'on va viser plus particulièrement des retraités fragiles. Vous le savez, on a 1001 seniors. Et puis donc derrière, quelques exemples de la traduction concrète de ces principes. Pardon, c'était à côté et pas derrière. Du coup, on est encore sur la diapo précédente, merci. Donc le fait que ça se traduit par une sensibilisation au plus tôt,
Donc, au moment idéal, hein, il y en a plusieurs forcément, passage à la retraite par rapport à la gestion des logements au moment des mutations, par exemple, ce que certains font déjà. Ça se traduit par une contribution à l'engagement dans une démarche personnelle et volontaire. Il ne s'agit pas de donner des bons conseils. C'est vrai qu'il y a la nécessité d'une adhésion du retraité. Il s'agit également de promouvoir le confort, la facilitation, on parlait de bien-être tout à l'heure, de mettre en évidence les avantages de court terme et pas de s'engager dans un programme de prévention pour peut-être mieux vivre dans 30 ans, et de construire avec les retraités eux-mêmes, avec eux, pour eux, mais avec eux d'abord, avec cette expertise, en mobilisant cette expertise d'usage et en cohérence avec leurs attentes actuelles. Et enfin, pour s'adapter à ces différents publics, diversifier l'offre, et j'en passe. Du coup, la question, c'est votre rôle là-dedans en tant que bailleur. Et là, je veux bien la diapo d'après, s'il vous plaît. Du coup, parler de prévention santé aux locataires retraités, est-ce qu'on peut dire que c'est naturel pour vous, bailleurs? J'ai tendance à dire non, a priori, notamment en vous écoutant. Il y a pas mal d'objections au fait que les bailleurs parlent prévention à leurs locataires, certaines que vous avez parfois pu nous faire vous-même, ou certaines que bien souvent vous entendez quand vous-même vous allez porter notamment ce partenariat avec nous, CNAV Île-de-France, en interne auprès de techniciens, auprès de responsables divers et variés. D'abord parce qu'on peut dire que ce n'est pas forcément le premier rôle du bailleur. Son métier, c'est la gestion locative, la gestion patrimoniale et la construction, pas la prévention. On peut dire aussi que le bailleur n'entre pas dans l'intimité des locataires. On peut dire que les locataires âgés ne veulent pas se projeter dans un vieillissement qui est souvent perçu négativement. En tout cas, c'est ce que vous nous remontez. Vous pouvez être en mal de savoir comment parler de tout ça quand la demande n'est pas exprimée. Et c'est vrai que si on veut anticiper, si on veut être en amont, il faut souvent ne pas attendre que la demande soit exprimée. Enfin, comment s'adresser à tous les seniors tout en ciblant ceux qu'on va pouvoir aider et sous-entendu ceux qu'on va pouvoir financièrement aider. Qui peut le faire, quelles compétences, etc. Quel est le bon moment? Les objections ne manquent pas. Et pourtant, si on vous le demande, c'est que nous sommes convaincus qu'on ne vous envoie pas au casse-pipe et que déjà dans beaucoup de démarches que vous faites, vous êtes dans cette démarche et cette approche globale et transversale auprès de vos locataires et que vous êtes un interlocuteur pertinent et de proximité pour être aux côtés des locataires, y compris par rapport à cette question du vieillissement. Certes, parce que c'est vous qui gérez les espaces de vie, c'est vous qui allez proposer et engager et rendre possible les travaux d'adaptation des logements, mais pas seulement, également du bâti et de l'environnement immédiat des ensembles immobiliers que vous gérez, mais aussi parce que vous êtes déjà dans des démarches de proposition d'activités, de développement d'actions sociales, donc dans le cadre du développement social urbain, pour de l'innovation sociale, pour l'accompagnement de vos locataires, puisque ça s'adresse à tous les locataires, de vos locataires fragilisés. Et puis, parce que vous êtes dans des relations souvent durables et de gestion de proximité avec vos locataires. Par ailleurs, on sait et on a vu, et c'est parfois très utile pour vous de transposer ce que vous avez pu faire dans d'autres domaines, des démarches globales de prévention, vous en avez, notamment à travers l'entretien du bâti et jusqu'au logement. Et certains bailleurs, et vous êtes concernés là au quotidien, dans la gestion du quotidien, la prévention aussi sur des questions environnementales, par exemple quand vous accompagnez vos locataires pour la gestion des déchets. Et enfin, ça rejoint complètement toutes les démarches de service aux clients que vous mettez en place les uns ou les autres de manière plus ou moins avancée. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qu'on voulait, après avoir rappelé ces quelques éléments
sur ce que c'est que la prévention et comment ça se positionne dans notre partenariat, nous voulions ajouter des cordes à vos arcs pour accompagner ensemble vos locataires retraités vers l'avenir ou à tout le moins dans leur prochaine étape de vie. Merci beaucoup Marguerite pour toutes ces informations très précieuses effectivement. Et du coup, merci aussi pour la transition, puisque ce qu'on vous propose cet après-midi, donc je rappelle, comme l'a dit Christiane tout à l'heure, c'est on vous propose avec la CNAV et Silver Valley un cycle de 3 webinaires. Le prochain aura lieu le 6 mai, où on ira sur des solutions beaucoup plus concrètes, et on en proposera un troisième au mois de septembre, en tout cas au second semestre, avec lequel on n'a pas encore complètement les tenants et les aboutissants, et on y travaillera. Donc là, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit panorama des initiatives inspirantes qui ont été mises en place. Et ce qui me permet, pour commencer cette session d'initiatives inspirantes, de donner la parole à Gaël Guillou, président des Boulders, avec le projet notamment Réaménage, qui a été mis en œuvre chez ICF Habitat, La Sablière. Donc Gaël, je vous laisse mettre votre caméra, votre micro et nous expliquer tout ce que vous avez à dire sur le sujet. Merci, Monsieur Menet. Bonjour, donc je m'appelle Gaël Guillou. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, de respecter le timing. Vous excuserez ma connexion qui est pas très bonne, puisque je vis dans un territoire un peu en zone blanche, donc ça coupe, c'est un petit peu compliqué, et je vous prie de m'excuser par avance de la qualité faible de mon intervention en termes de son. Moi je suis chercheur en design social et designer, je suis cofondateur de les Boulders, et on s'intéresse chez les Boulders à la question de la prévention et de l'anticipation de l'autonomie par les personnes qui avancent en âge, donc voilà aussi la raison de notre intervention. Alors, passer à la slide suivante si vous voulez. Donc nous, je vais faire rapidement le point sur l'outil qu'on a créé. Donc Réaménage, c'est un outil d'auto-évaluation du domicile. Il a été conçu avec des habitants de plus de 60 ans pour permettre pour répondre à un besoin qu'ils avaient de leur donner une première culture de l'autonomie dans leur domicile et les inciter à passer à l'action pour ensuite pouvoir mieux en discuter avec leur entourage familial, amical ou professionnel ou leur bailleur, par exemple. Donc, il se présente sous format papier. Donc là, je vous présente le document en direct, donc avec à l'intérieur un mode d'emploi et des petites fiches à gratter comme la Française des Jeux. Et il se présente aussi sous la forme d'une application web, puisque comme le disait tout à l'heure Monsieur Menet, dès le départ, il était question de pouvoir offrir à la fois un accès papier aux documents et un accès numérique pour ceux qui maîtrisaient en fait le numérique. Donc ce projet a été soutenu par la CNAV et AG2R La Mondiale, et il est en cours de déploiement et d'expérimentation en collaboration avec ICF Habitat. Timothée Vial pourra réagir tout à l'heure, je pense, et donner aussi son ressenti par rapport à la collaboration et le déploiement et l'utilisation de l'outil au sein d'ICF Habitat. Et l'expérimentation a commencé en septembre 2020 et elle se termine en juin 2021. Donc, Timothée Vial a imaginé au fur et à mesure des discussions et dans cette période un petit peu compliquée du contexte, on va dire, de la crise sanitaire, à ce jour 3 niveaux d'action pour intervenir auprès des locataires, dans le cadre des sollicitations des habitants vers les conseillères Habitat. Quel que soit leur sujet de leur sollicitation, on peut ramener la conversation et le sujet sur la question de l'autonomie et de l'habitat, et ils peuvent accéder au kit d'auto-évaluation. Dans le cadre de la rénovation des immeubles, dans l'objectif d'améliorer l'habitat sur le plan de l'autonomie, les kits sont distribués notamment par l'intermédiaire des gardiens et des gardiennes
aux habitants de plus de 60 ans dans les logements et les immeubles concernés par la rénovation. Et dernière type d'action, c'est dans le cadre d'actions localisées sur des résidences avec la présence d'assistantes sociales et ou de personnes en service civique. Le dispositif est aussi utilisé pour amorcer ou enrichir la relation entre le locataire et les services du bailleur, et notamment commencer à discuter de l'autonomie dans le logement. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur les résultats aujourd'hui de l'utilisation de ce dispositif, puisque l'objectif de mon intervention est de parler de comment, du coup, on peut s'adresser aux habitants avançant en âge, mais juste vous dire que les résultats sont très satisfaisants, la réception de l'outil est très bonne, et elle engage, du coup, la discussion sur des espaces du logement qui étaient jusqu'à assez peu abordés, comme la cuisine ou la chambre, par exemple, au-delà de la salle de bain, et on observe une prise de conscience d'action d'actions que les locataires peuvent mettre en place par eux-mêmes sans forcément attendre une intervention du bailleur. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, comment s'adresser aux habitants avançant en âge? Alors ça, c'est une question, nous, qu'on se pose depuis la création de l'e-Bolders et dans les dispositifs concrets. Et Nicolas Menet parlait de la question du vocabulaire et de comment on en parle. Nous, on pense aussi qu'au-delà de la sensibilisation et des choses qu'on peut leur dire et de la façon dont on peut leur dire, on pense que le dispositif en lui-même, en termes de design, que ça soit un espace, que ça soit un produit, que ça soit un mobilier, que ça soit un dispositif de sensibilisation, il doit lui-même en fait intégrer dans son design un accompagnement, ou en tout cas un éveil à cette question de l'autonomie, et c'est comme ça qu'on a créé, je dirais, les dispositifs. Donc, à la fois dans le fond, vous pouvez passer la slide suivante. Dans le projet réaménage, où là, on est sur la question d'une sensibilisation, d'une première marche, d'une première culture, où là, on va sur le fond, pas forcément aborder la question de l'autonomie en tant que telle, mais on va plutôt aborder la question de l'ergonomie, de la facilité d'usage, et puis on ne va pas forcément aborder non plus des dispositifs qui peuvent être considérés ou qui ont un capital social stigmatisant ou négatif, comme, pour ne pas le citer, le déambulateur par exemple. Donc du coup, on va essayer d'apporter une première chose pour les emmener à discuter sans forcément aborder tout de front dans un premier temps. Autre exemple, à travers le jeu de société qu'on peut avoir, là on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la question du risque, les faire prendre conscience du risque, mais aussi les faire prendre conscience des solutions. C'est un jeu qui fonctionne sur le principe du Cluedo. Et puis, dans l'escape game, mais David en parlera juste après, là, du coup, on crée un décalage, c'est-à-dire que du coup, on crée du jeu pour justement aborder des objets qui sont plus compliqués et qui ont un capital social clairement très négatif. Alors, pour me recentrer sur cette question du senior, sans paraphraser ce que disait Nicolas Menet, il ne faut pas oublier que c'est une catégorie, en tout cas quand on s'adresse aux seniors robustes et autonomes, qui ne veut pas ou qui n'a pas envie d'appartenir à la catégorie dite des seniors. Et que du coup, il faut se rappeler qu'on se perçoit tous en moyenne 10 ans plus jeunes que son véritable âge. Donc du coup, on est tous concernés par cette question d'appartenir ou pas à cette catégorie ou à cette étiquette. Nous, on considère que souvent, c'est une population qui veut continuer à vivre comme ses enfants, mais qui ne voit pas d'un très bon œil ce que vivent leurs parents, et qui, du coup, ça ne les incite pas à se projeter sur un futur qui serait potentiellement moins 10 ans, tant du point de vue physique que du point de vue psychique. Et que, comme on le disait aussi, qu'il y a beaucoup de personnes, c'est une population très disparate en fait, parce que si j'exagère, on parle de 40 ans de vie, 40 ans de vie c'est énorme, mais c'est des situations extrêmement différentes. Alors l'intérêt d'intervenir notamment sur le design, c'est que
En design, on va s'intéresser à ce qui est commun, donc le message commun que tout le monde a envie d'entendre, mais aussi ce qui est spécifique et attendu individuellement dans une réponse qui peut leur apporter. Et du coup, dans le résultat qu'on va essayer d'amener, on va essayer de voir comment on va pouvoir toucher ce spécifique et comment on va leur donner une perception, quelque part, que leur attente spécifique à eux, elle est bien prise en compte. Il y a aussi un élément, je pense, qui est important, c'est que à travers les dispositifs qu'on met en place et la démarche qu'on leur propose d'avoir, qui est quelque part une forme de conduite du changement, il faut les traiter comme des adultes responsables et mettre en place un contexte qui va plutôt les emmener à prendre des décisions. Et qui leur laisse aussi la liberté de se positionner ou de se repositionner. Je citerai notamment le travail de Marie Delsalle disponible sur leroymerlinsource.org, J'y suis, j'y reste, qui montre bien cette opposition qu'il peut y avoir entre le désir de liberté, de conserver sa liberté des uns, et le processus de mise en sécurité qui s'oppose quelque part. Et là, on est sur deux mondes qui s'opposent et qui ne s'entendent pas très bien. Donc, du coup, il est important de les accompagner sur ce positionnement et sur ce repositionnement dans leurs usages à travers l'utilisation des dispositifs, mais aussi à travers l'acceptation de ces dispositifs, que ce soit des objets, que ce soit des aménagements, qui sont importants, comme le disait Nicolas Menet, la question de provoquer les ajustements. Et là, j'y reviendrai, mais il y a des choses intéressantes sur lesquelles qu'il ne faut pas oublier. Je dirais aussi que, et ce n'est pas une question d'âge, ça concerne vraiment tout le monde, je rappellerai que Raymond Lévy, designer assez connu, parlait dans son livre « La laideur se vend mal », d'un seuil d'innovation, c'est-à-dire que tous chacun, on a un seuil d'innovation, une capacité d'entendre l'innovation qui fait qu'on l'accepte et qu'à un moment donné, quand l'innovation est trop forte par rapport à son seuil de référence, ben on ne l'accepte pas. Et ça, c'est très important à considérer quand on amène un dispositif auprès de cette population qui peut-être plus qu'une autre a un seuil d'innovation qui est peut-être moins perméable ou moins enclin à évoluer avec l'âge, et plus on avance en âge, et il est important de le considérer et de le prendre en compte. Pour ne pas en prendre trop de temps, donc bien sûr, il faut aussi respecter un rythme et une temporalité qui peut être ralentie. Il faut aussi respecter leur intérieur. Il ne faut pas oublier que plus on vieillit, plus l'intérieur est l'expression et la représentation de ce qu'on est. Et que du coup, des aménagements, des décorations, je me souviens d'une locataire qui me disait « Ah oui, mais si on vient faire des travaux, que vont-ils faire de la tapisserie? Vont-ils la remettre en place ?» Donc des éléments qui peuvent nous paraître anodins vont devenir extrêmement importants de leur représentation et de ce qu'ils sont. Et donc du coup, ces éléments-là sont très importants aussi pour amener des nouveaux dispositifs au sein de leur habitat. Et donc la prise en compte de leur univers, de leur décoration, de tout ça, elle est extrêmement importante pour emmener de nouvelles pratiques. Je finirai aussi, bon, j'ai parlé du global design et du fait que le fond et la forme devaient être articulés, qu'il y a une question d'esthétique, il y a une question d'ergonomie d'usage, il y a une question de fonction, et ça c'est extrêmement important de le prendre en compte. Je dirais qu'aussi que l'ambiance, quelle expérience vous avez envie de proposer à vos locataires. Cette expérience, elle doit être motivante, optimiste et positive. Et surtout, elle doit être apprenante, puisque finalement, ce sont quand même des populations qui se déplacent généralement pour aller à des ateliers ou à des choses qu'on leur propose, parce qu'ils ont envie de s'informer ou de se cultiver à différents niveaux. Et que du coup, c'est quand même la chose fait avancer, rencontrer des gens et apprendre. Voilà, je m'arrêterai là et je pourrais aborder d'autres choses dans le cadre des questions. Merci beaucoup Gaël pour cette intervention. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi à quel point le monde académique finalement
peut produire des choses concrètes et justement en mettant la barre très haut en termes d'ingénierie, de projet, ça peut être très inspirant pour des gens qui sont vraiment sur le terrain. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on aura bien sûr une séquence de questions-réponses. Une fois que on aura des témoignages aujourd'hui aussi de locataires du parc social qui nous ont fait le plaisir de venir témoigner. Puis ensuite, nous pourrons poser des questions. Donc, gardez vos questions pour la fin, mais n'hésitez pas non plus à mettre vos questions dans le chat. Donc, il suffit de cliquer sur la petite bulle en haut et le chat va apparaître. Et là, vous pourrez poser des questions, comme d'ailleurs Chantal l'a fait il y a quelques minutes. Alors, pour continuer cette séance de réflexion, je vais laisser la parole à Priscilla Lopez, présidente d'Odavi, qui a travaillé sur la construction d'un escape game. Voilà, donc Priscilla, je vous laisse la parole. C'est à vous. Essayez de bien respecter les timings, s'il vous plaît, pour pas qu'on finisse trop tard, parce que j'imagine que chacun derrière a d'autres rendez-vous et d'autres choses à faire. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous libérer comme on l'a prévu à 15h30. Priscilla, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Nicolas. Le message est bien passé, je vais essayer d'être concise. Voilà, donc si on peut faire démarrer les slides. Donc un petit mot simplement sur donc je suis la fondatrice d'Odavi. Un petit mot sur Odavi. On adresse le public des seniors et des personnes en situation de handicap et j'ai volontairement repris les deux publics, simplement pour dire que même si on adresse ces deux publics, on ne parle pas de la même façon aux seniors et aux personnes handicapées et surtout on diversifie nos outils de communication pour pouvoir s'adresser à chacun d'eux. Et du coup, voilà, les seniors n'aiment pas être pris pour des personnes en situation de handicap et vice-versa. Donc notre solution, elle vise à améliorer le confort à domicile et à faciliter la vie de leur famille. Et donc on a conçu une plateforme collaborative qui s'appelle Odalink, qui vise à faciliter l'accès aux solutions dans le cadre du maintien à domicile. Et dans cet axe, on prévoit notamment une partie sur l'adaptation du domicile. Et il nous semblait important de compléter cette solution collaborative par le fait de pouvoir intégrer des lieux dans lesquels on peut visiter ce que ça peut donner l'adaptation du domicile et d'intégrer aussi des messages en prévention. Et pour cela, donc, on a présenté un projet à l'appel à projet de la CNAV et AG2R La Mondiale, un projet qui vise à promouvoir les solutions d'aide technique, d'aménagement du logement et les conseils qu'on peut fournir pour faire évoluer le domicile de façon pédagogique et de façon ludique. Donc, du coup, si on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc le projet s'inscrit dans un projet plus global qui est la création d'un centre de ressources pour l'évolution du domicile. Et avant de pouvoir créer ce centre de ressources, on a fait une étude de marché et on s'est rendu compte, une étude de faisabilité, pardon, et on s'est rendu compte que voilà, c'était compliqué de faire adhérer des personnes aux solutions des personnes, des retraités, aux solutions de maintien à domicile, un petit peu dans tout ce qui a été, on reprend un peu tout ce qui a été dit précédemment. Et du coup, on s'est posé la question de comment on pourrait davantage faire adhérer ces personnes aux solutions qui leur sont proposées. Et comment amener à la prise de conscience aussi en cassant donc les idées stigmatisantes et en se disant que voilà, peut-être qu'il y avait d'autres façons de montrer des solutions que simplement visiter des showrooms en étant spectateur et en étant voilà, à regarder ce qui pourrait nous être présenté. Et donc on a voulu faire passer le visiteur au statut d'acteur, de spectateur au statut d'acteur. Et pour ça, on a voulu créer un jeu autour d'un scénario avec une succession d'énigmes qui mettent en scène des solutions de l'adaptation du domicile, donc un jeu type escape game,
pour que vraiment les personnes puissent tester les solutions de manière intuitive et puissent tester par eux-mêmes l'intérêt de ces solutions. Donc le jeu s'adresse au public des retraités, mais pas que. Hein. On va voir que finalement ils peuvent aussi venir avec leurs enfants, avec d'autres personnes. Et donc il s'adresse, la partie se fait pour 1 à 5 joueurs et elle dure environ 45 minutes avec différents niveaux de difficulté dans le jeu. On peut passer à la slide suivante. Donc en fait, le scénario qui est proposé donc aux joueurs, c'est que ce sont les voisins d'Adeline Martin, qui est une retraitée de 76 ans et qui vit seule dans son appartement, qui est équipé pour lui assurer confort et sécurité. Et vraiment, donc Adeline Martin est le personnage fictif central du jeu et on la voit comme une personne avant-gardiste qui s'amuse à équiper son domicile et tester les nouveaux dispositifs. Et du coup, que les personnes les joueurs qui viennent sont là pour l'aider à réaliser en fait un voyage qu'elle doit faire assez rapidement. Et du coup, il y a une succession d'énigmes qui vont permettre aux joueurs d'aider Adeline à pouvoir faire ce voyage. Donc, il y a notamment des appels visio. Enfin, tout se passe via une tablette, via une application. Et les interactions sont faites principalement avec la visio. Et donc, le jeu se lance par Adeline qui dit « Je dois partir en voyage à l'étranger car je suis invitée dans le nouvel appartement de mes petits-enfants et j'ai besoin que vous m'aidiez pour récupérer certaines affaires parce qu'elle est retenue. » Elle est retenue par ailleurs et elle ne peut pas finaliser la préparation de son voyage. Du coup, voilà, il y a un certain nombre d'objets à trouver dans l'appartement et sont exposés du coup des aides techniques qui vont permettre de trouver certains objets et parfois des objets qu'il faut intégrer dans la valise. Et donc, à la fin du jeu, les joueurs ont rassemblé tous les objets et ils reçoivent un appel visio de félicitations d'Adeline qui est très contente de pouvoir partir. Et du coup, le Game Master arrive pour faire un débriefing et c'est au cours de ce débriefing qu'on va pouvoir libérer la parole des joueurs et leur demander ce qu'ils ont pensé des différentes aides techniques qu'ils ont pu tester. Et laisser donc s'instaurer un échange autour de ces aides techniques. Donc le jeu se déroule au moyen de fouilles, de déductions à partir d'indices qui sont présents dans le décor ou qui sont déclenchés via l'application qu'on est en train de développer. Il y a aussi des mini-jeux d'association, une aide technique pour une situation, une difficulté. Il y a la recherche de code pour déclencher les ouvertures d'une fausse cloison et l'ouverture d'un coffre-fort. On peut aussi utiliser la réalité augmentée pour montrer des altérations visuelles ou avec les corrections possibles, notamment dans le cadre des déficiences visuelles. On utilise aussi la commande vocale parce que l'appartement dans lequel se déroule le jeu est un appartement qui est doté d'équipements domotiques avec donc notamment la HomePod qui va pouvoir déclencher la fermeture des volets très facilement, par exemple. On va aussi pouvoir utiliser des QR codes avec des vidéos tutos qui simplifient véritablement l'utilisation de la tablette pour arriver à scanner donc un QR code. Et on va pouvoir aussi valider les étapes avec des technologies qui rendent le jeu simple et spectaculaire en remplissant la valise au fur et à mesure. Pour terminer sur ce propos, j'aimerais juste donc vous faire part d'une expérience par rapport au concept Crash, qui est un concept donc, qui est proposé par Silver Valley, auquel on a participé. Et en fait,
donc le concept Crash, l'idée c'est de pitcher sur son projet et de confronter donc son projet aux avis de seniors. Et on a pitché en mentionnant donc le fait que ce jeu se fait avec un objectif de prévention. Et du coup, ça n'est pas du tout passé auprès des seniors. Ils n'ont pas du tout adhéré à ce qu'on leur a proposé. Donc, voilà, c'était vraiment une expérience intéressante parce que ça nous a vraiment convaincus sur le fait qu'il faut complètement faire disparaître de nos outils de communication que le but ultime, c'est la prévention, mais plutôt parler voilà, d'un jeu collaboratif, d'intrigue et qui est accessible à tous, qui est intergénérationnel, sans parler de l'objectif final, qui est la prévention. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Priscilla pour cet exposé. On a des questions dans le chat donc d'Aurélie Boisard, donc peut-être que tu pourrais répondre directement dans le chat, comme ça on peut avancer. Globalement, c'était à propos de la plateforme Odalink et puis peut-on imaginer équiper un logement durant une période donnée au cœur d'un quartier ou est-ce que c'est exclusivement virtuel? Donc si c'est OK pour toi, je te laisse répondre directement dans le chat, comme ça on peut enchaîner. Et avoir plus de questions sur la fin. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais laisser maintenant la parole à Laurent Chaigne, qui est chargé de développement et habitat des personnes âgées, Habitat de la Vienne, donc pilote de la démarche HSS, donc sur le thème de la communication au moyen de pièces de théâtre autour d'un message de prévention, donc une approche aussi originale sur le sujet de la prévention, comme celle qu'on vient de voir avant. Monsieur Chaigne, je vous laisse la parole, c'est à vous. Parfait, merci beaucoup. Oui, donc effectivement, je m'appelle Laurent Chaigne, je suis pilote de la démarche Habitat Senior Service au sein d'Habitat de la Vienne. Alors, Habitat de la Vienne, on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Juste pour vous resituer, c'est l'Office public de l'habitat du département de la Vienne, dans la région Nouvelle-Aquitaine, au nord de la région. C'est un petit organisme de 12 000 logements, 10 000 logements familiaux et 2 000 équivalents logements. Nous, on s'est posé la question il y a déjà un certain nombre de temps maintenant sur l'accompagnement de locataires âgés. On ne fait pas partie des bailleurs qui disent que ça ne fait pas partie de leur rôle et que l'on assure juste de la gestion locative et patrimoniale. Donc nous, c'était il y a déjà maintenant une dizaine d'années qu'on avait mis en place un plan senior pour accompagner nos locataires au travers d'un plan de travaux et puis d'un certain nombre de services qui étaient proposés. Et puis, en 2014, on s'est engagé dans la démarche Habitat Senior Service, portée par l'association Delphis. Je salue d'ailleurs Laure Bourgoin, la pilote d'Habitat Senior Service au sein de l'association, qui est derrière son écran. Et nous sommes labellisés sur cette démarche depuis 2016. Voilà. Et puis donc, nous avons créé une COP avec CDC Habitat, notamment pour produire du logement social et plus particulièrement du logement senior labellisé Habitat Senior Service sur le territoire de la Charente-Maritime, où il y a des enjeux sur la question. Voilà, très rapidement pour l'Office. La diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, ça fait déjà un moment qu'effectivement, nous sommes engagés sur cette question-là et que nous proposons des actions de prévention. Le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc depuis 2015-2016, au moment où on s'est engagé dans la démarche Habitat Senior Service, on propose un certain nombre d'actions de prévention pour nos locataires, notamment des choses assez classiques, des ateliers numériques avec l'association Silver Geek et les jeunes volontaires de l'unicité qui encadrent les ateliers. On propose également des ateliers équilibre avec l'association qui assure la promotion de l'éducation physique et de la gymnastique volontaire dans la Vienne, des ateliers de sensibilisation à l'aménagement du logement avec une association d'ergothérapeutes. On englobe aussi dans ces ateliers-là des actions de prévention et d'importance de la correction visuelle avec l'opticien qui bouge. On propose également des ateliers de prévention routière avec notre partenaire La Poste. Voilà, un certain nombre d'actions de prévention qui, pour toutes ces actions, se déroulaient sous une forme assez traditionnelle, classique de l'atelier, où on réunit 8, 10, 15 locataires seniors, et puis avec des intervenants professionnels, on mettait l'accent sur une thématique, voilà, donc l'informatique, l'aménagement du logement, la sécurité routière, voilà. C'est des ateliers qui fonctionnent plutôt bien depuis maintenant voilà, 5 ans à peu près qu'on les met en place tout au long de l'année. Et puis on s'est posé la question il y a 2 ans pour essayer d'innover un peu, de savoir comment on pouvait
essayer de proposer des actions de prévention qui soient un peu différentes de cette formule d'atelier, qui soient un peu plus ludiques aussi, qui ne soient pas forcément quelque chose, voilà, venez, vous êtes vieux, venez participer à une action thématique. Donc on a essayé de trouver une autre formule, et on s'est rapproché d'une troupe de théâtre, la diapo suivante, qui est la troupe Entrée de jeu, qui est une compagnie parisienne qui propose des pièces de théâtre thématiques sur deux grands sujets. Le sujet du vieillissement, alors des pièces de théâtre qui sont en direction soit directement des personnes âgées, mais ça peut être aussi des pièces de théâtre en direction des professionnels, des accompagnants, des aidants, voilà. Puis un autre grand sujet, alors qui nous intéressera moins aujourd'hui, qui est aussi l'accompagnement des jeunes pour tout ce qui va être, donc c'est des actions théâtrales qui sont notamment mises en place dans les collèges et les lycées sur les addictions, la drogue, la sexualité, voilà. Donc nous, on s'est rapproché de cette compagnie, la compagnie Entrée de jeu, pour essayer de proposer un spectacle, mais sous une forme un peu originale, qui est le débat théâtral. C'est un spectacle un petit peu interactif. En fait, tout simplement, c'est une petite pièce de théâtre avec généralement entre 4 et 6 scénettes différentes, qui sont jouées par une troupe d'acteurs. Vous avez une petite photo là, donc là sur cette pièce-là, on avait 4 acteurs. La pièce est jouée dans son intégralité dans un premier temps, sur une vingtaine de minutes, et voilà, les 4, 5, 6 scénettes durent une vingtaine de minutes, et puis après, on rejoue intégralement la pièce, mais en arrêtant à chaque scène, pour permettre au public de réagir, soit directement depuis la salle par une réaction orale, soit carrément en montant sur la scène, et en remplaçant un des acteurs, et en rejouant la pièce sous une forme différente, ou même en ajoutant un personnage supplémentaire, et ça donne quelque chose d'assez interactif, d'assez ludique, parce que la pièce, quand même si c'est sur des thématiques parfois un peu difficiles, on est quand même sur un aspect assez ludique. Et l'objectif, voilà, c'était au travers de ces spectacles un peu thématiques d'avoir une approche ludique de la prévention. Alors, on organise ça sous forme d'après-midi, en fait, complet. On ne propose pas juste un spectacle, hein, on appelle ça maintenant des rencontres théâtrales, puisqu'en plus de cette partie spectacle interactif, on propose également des stands pour des partenaires qu'on invite, alors des partenaires en lien avec la thématique de la pièce. Hein. Alors évidemment, ça se finissait toujours par un goûter pour le côté convivial. Voilà, il y avait même une petite tombola pour inciter les gens à venir. On est sur des après-midi qui sont évidemment entièrement gratuits, hein, et on propose même, dès la première rencontre que nous avons organisée, des navettes pour permettre à nos locataires qui seraient un petit peu éloignés du lieu du spectacle, du lieu de la rencontre, de nous rejoindre. Voilà, donc on affrète des cars adaptés, où on mobilise le service de transport interurbain sur des navettes spécifiques qui nous permettent de ramener des locataires de quartiers éloignés jusqu'au lieu du spectacle. Les spectacles sont ouverts à tous nos locataires de plus de 65 ans et plus largement à tous les habitants de plus de 65 ans du territoire en réalisant action. Et notre objectif, c'est de réunir à chaque fois une centaine de participants. Il faut éviter d'aller au-delà de 150, puisque après le côté interactif a du mal à se réaliser, puis après on a une assistance un peu importante. Quand on est entre 80 et 120, on a une assistance qui est intéressante. Voilà, le public n'est pas trop loin de la scène et puis on peut avoir une interaction assez pertinente. Les après-midi, dans leur globalité, coûtent à peu près entre 5 à 6 000 euros, entre le défraiement évidemment des acteurs, la pièce, le goûter, les navettes, enfin, toute la logistique, la signalétique, la communication. Sachant qu'on fait financer l'intégralité de ces rencontres par nos partenaires, la conférence des financeurs, et puis après des partenaires privés, des caisses de retraite, des institutions de retraite complémentaires de la Fédération HR4, je parlerai un peu plus loin. Voilà pour les grandes modalités de ces rencontres. Ensuite, voilà, nous en avons déjà réalisé 3, puisque la 4e était prévue en 2020 au moment du premier confinement. Donc nous en avons déjà réalisé 3 en 2019. Une sur la commune de Poitiers, le titre c'était du côté de la ville, donc on était sur une thématique assez générale du bien vieillir, voilà. Une sur la commune de la Poivre-la-Vallée, sur une pièce un peu plus thématique qui s'appelait Excès de confiance sur les arnaques et les escroqueries, donc avec des partenaires comme la gendarmerie, l'association UFC Que Choisir, une association sur la maltraitance, voilà. À chaque fois on a des partenaires en thème avec la pièce. Et une 3e que nous avons réalisée à Montmorillon, la pièce s'appelait Un petit pas sur les accidents domestiques au sens large, voilà, problématiques de chute, etc. Et puis une 4e que nous devions réaliser en avril dernier, sur le thème du bon usage des médicaments. La pièce s'appelait
enfin ça s'appelle toujours, tranche de vie sur ordonnance, mais du fait du confinement, on n'a pas pu la tenir et on n'a pas pu pour le moment la reprogrammer. Voilà, une dernière diapo. Juste, voilà, donc c'est des actions qui ont plutôt bien fonctionné en termes de participation, en termes de nombre et puis d'interaction. On l'explique par quelques clés qui nous ont apparu comme facteurs de réussite. Parce que déjà, d'une part, on n'est pas uniquement sur un spectacle, on ne présente pas forcément ça comme un spectacle, mais on est plus sur une après-midi complète de prévention. Donc voilà, avec des stands, des échanges. On a eu une conférence qui était prévue avec un pharmacien sur le bon usage des médicaments. Sur la pièce, sur les accidents domestiques, on avait une démonstration d'atelier équilibre, parce qu'on avait la chance d'avoir à côté une salle de danse qui nous a permis de proposer ça. Voilà, donc on est une action assez complète et globale. À chaque fois, on a eu la chance d'avoir des partenaires qui se sont fortement impliqués. Donc ça a donné quand même une dynamique assez intéressante. Voilà, un autre facteur de succès, je ne sais pas si ça explique tout, mais on avait aussi une tombola avec un très bon lot à chaque fois à gagner. Et puis, on a eu, je pense, avec notre service com en interne, le souci d'avoir une communication adaptée, pas trop stigmatisante dans les flyers, dans le choix des termes. Voilà, on a évidemment invité tous nos locataires par courrier. Hein, on a eu une communication après assez large auprès des commerçants de la commune sur lesquels on était implantés, de la mairie, bien évidemment, les partenaires locaux, que ce soit les associations, les clubs, les aînés ruraux, le pôle santé, la pharmacie, le centre socio-culturel, ce qui nous a permis de réunir à peu près 80 à 100 personnes à chaque fois. Et puis on invitait assez largement, c'est-à-dire que les personnes pouvaient venir avec leurs enfants, d'ailleurs ce qui nous permettait d'avoir des enfants qui amenaient leurs parents âgés, avec leurs amis, voilà, c'était assez large. Et puis ce qui a plutôt bien fonctionné, c'est qu'on a mis en place des navettes gratuites. Donc ça nous a permis d'acheminer jusqu'au lieu des spectacles et des rencontres des locataires des quartiers un petit peu éloignés, qui auraient eu des soucis pour venir, même avec les transports urbains. C'est pas toujours facile quand on n'a pas de ligne directe ou de choses comme ça. Donc ça nous a permis comme ça d'amener jusqu'au lieu du spectacle et de la rencontre un grand nombre de locataires. Voilà. Très rapidement, comment je peux vous présenter cette action. Alors on a fait sur le premier spectacle de Poitiers un petit film. Je pense que on pourra vous donner le lien, Madame Grimaud, tout ce qu'il faut, y compris les flyers de communication qu'on avait fait spécifiques sur cette action. On pourra vous les communiquer pour que vous puissiez avoir une pleine connaissance de cette action. Voilà très rapidement ce que je pouvais vous dire sur ces rencontres théâtrales. Merci beaucoup, Monsieur Chaigne. J'espère que tout le monde vous a entendu, parce que pour moi c'était assez confus. Parce que je ne sais pas si vous étiez sur une pieuvre ou un téléphone, mais j'espère vraiment que tout le monde a pu profiter. En tout cas, les slides seront bien sûr envoyés aux participants. Donc avant de donner la parole au dernier intervenant et puis ensuite les deux témoignages, je vois que Madame Flouquet, vous avez levé la main, donc je vous laisse vous exprimer. Oui, merci. Bon, d'abord, pour vous rassurer, enfin, je ne sais pas pour les autres participants, mais moi, j'ai très bien entendu, donc pas de problème technique. Je voulais vous remercier pour votre témoignage et pour l'exemple que vous avez donné, pour vous dire que c'est une idée inspirante que nous avons également capitalisée au sein de l'assurance retraite. Nous avons déjà depuis quelques années maintenant utilisé la pièce de théâtre comme catalyseur et comme outil de repérage et de sensibilisation. On l'avait fait historiquement autour d'une pièce qui s'appelait Avant j'étais vieux, qui a été utilisée un peu France entière, avec aussi des stands autour qui peuvent intéresser. Et on a pu mesurer dans les quelques cas qu'on a pu mettre en œuvre effectivement à quel point ce type d'action pouvait aussi attirer et faciliter le recrutement pour les ateliers du PRIF, justement, sur toutes les thématiques que vous avez évoquées par ailleurs. Et aussi, alors là, dans la partie inspirante pour tous les participants de ce webinaire, sachez que la CNAV a retenu, dans le cadre du nouvel appel à projet de cette année, 2 compagnies de théâtre qui effectivement nous font des propositions sur ce modèle-là, avec même un peu plus loin ce qu'on appelle des théâtres forums, hein, donc qui peuvent se dérouler plusieurs fois aussi dans l'année, et donc ça fera partie des offres de services que nous vous proposerons dans la séquence inspirante.
Voilà, en tout cas, merci vraiment pour cette contribution qui montre l'innovation et l'imagination qui peuvent être au cœur de vos actions. Merci à vous. Oui, merci. Déjà, ces initiatives étaient très inspirantes, très innovantes. Donc, pour terminer le tour de ces innovations, je vais laisser la parole à Rémi Largemin, chef de projet accessibilité, vieillissement handicap RIVP, qui va nous parler des canaux de communication et outils innovants comme levier de conviction et adaptation du logement. Donc, vraiment la dimension opérationnelle du sujet du jour. Donc, pour cette dernière intervention, je vous laisse la parole, Monsieur Largemin. C'est à vous. Bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien, j'espère que oui. Juste tout à l'heure, je me suis fait sortir de la conversation, donc j'espère ne pas me faire sortir pendant la présentation. En tout cas, je reprendrai, j'ai une deuxième connexion, donc je prendrai la deuxième. Je vais dérouler, donc allez-y, vous pouvez mettre les slides. Alors, juste en 2 mots, pour ceux qui ne connaissent pas la régie immobilière de la ville de Paris, donc on est le deuxième bailleur social parisien et on est la première société d'économie mixte immobilière de France. On gère à peu près 62 000 logements et on a un peu plus de 3100 locaux professionnels. Et on a surtout 2 filiales qui font aussi de l'hébergement temporaire, donc des résidences, enfin des foyers, des résidences étudiantes et d'autres foyers qu'on peut avoir. Mais surtout, l'information la plus importante, c'est qu'on a plus de 44% de nos titulaires de baux qui ont plus de 65 ans, donc qui représentent chez nous une grande majorité de nos titulaires de baux. Et donc ça, c'est les dernières informations qu'on a recueillies de l'OPS 2020. On peut passer à la diapo suivante. Alors, on m'a demandé de vous présenter un petit peu les canaux d'information qu'on avait pu mobiliser sur nos différents projets. Et je vais recontextualiser un petit peu, où en gros, on a dû faire un peu évoluer nos canaux de diffusion sur l'année 2020, qui était une année un peu particulière pour tout le monde. Mais donc, du coup, on avait engagé un certain nombre d'ateliers ou de choses qu'on voulait mettre en place, qui a dû être un peu bouleversé. Et donc, du coup, on a favorisé les projets en distanciel sur l'année 2020. Et donc, du coup, ça a demandé à revoir un petit peu nos canaux d'information et de distribution pour mobiliser les partenaires et aussi du coup nos locataires de plus de 60 ans sur ce type de dispositif. Et donc du coup, tout d'abord, ces différents canaux de communication ont été déployés en multiservice et ont surtout fait partie d'un benchmark et aussi d'une formation, on va dire, globale qui s'est fait autour de tous les pôles que peut compter la RIVP sur ces différents canaux de mobilisation qui sont tout d'abord nos services de communication qui retravaillent avec nous les flyers, la communication et tous les supports qu'on peut proposer à nos locataires, bien entendu, avec les différents dispositifs qu'on peut proposer, que ce soit avec les assos ou d'autres intervenants extérieurs. Après, on a notre service qualité qui, elle, va être plutôt sur le message délivré auprès de nos destinataires. Donc là, je prends bien entendu les locataires de plus de 60 ans qui sont le public dont je vais parler aujourd'hui. Et donc, du coup, qui va travailler avec nous tout ce qui va être communication écrite, donc courrier qu'on pourrait faire, mais surtout, et ce qui a été le plus mobilisé durant cette période, ça a été la communication par mail et SMS qu'on n'a pas forcément eu l'habitude d'utiliser de façon massive au préalable et sur lequel on a dû travailler un petit peu. Et donc, il a valu de mobiliser fortement le service qualité avec les services communication. Derrière, on a aussi donc un peu le backup de la communication chez la RIVP, c'est notre service relation locataire, qui va avoir principalement les appels téléphoniques des locataires qui ne vont pas comprendre ce qu'on a dit, ou en tout cas qui vont demander un certain nombre d'informations complémentaires sur nos dispositifs. Et donc, c'est important que le service relation locataire soit mobilisé dès la démarche du dispositif et surtout avant l'envoi des informations. Donc, c'est pour ça qu'on fait attention à mettre en place soit une foire aux questions pour qu'ils puissent répondre de façon la plus complète au vu du nombre d'opérateurs, soit à donner de l'information concrète et claire pour qu'ils puissent répondre rapidement.
Et après, du coup, on a ce qu'on appelle les équipes de proximité, qui sont du coup pour nous un des maillages pour les bailleurs les plus importants et du coup les plus anciens qu'on a tendance à mobiliser sur tous nos projets et dispositifs. Du coup, on informe, alors souvent, quelques-uns sont informés à la genèse du projet, mais majoritairement, c'est quand le projet est mené, on envoie l'information du coup en agence, donc au personnel de proximité, donc agence et gardien, qui va relayer les informations et qui va même accompagner les locataires qui ont besoin d'être aidés ou d'être renseignés pour pouvoir porter nos dispositifs. Et donc, petite chose qu'on a dû mettre en place, alors qu'on faisait déjà avec notre service relation locataire, mais qu'on a dû mettre un peu plus en place durant ces dispositifs, et ben, c'est le support téléphonique. Parce que comme on est sur du distanciel, majoritairement de la visio pour ce type de dispositif qu'on a pu proposer, et ben, du coup, il faut avoir une hotline qui peut aider aussi à la connexion et donc pouvoir s'associer à ce dispositif. Je vous ai mis donc 2 exemples types de SMS et de mails qu'on a pu mettre en place. Donc, juste pour vous dire un peu la complexité des SMS, c'est juste de faire tenir l'information avec très peu de caractères. Alors, juste pour revenir sur le SMS juste avant, on est sur à peu près 150 caractères sur lequel il faut faire tenir une information claire et explicite pour nos locataires pour que ça puisse les attirer. Donc, il faut réussir à les toucher directement. Alors, ça nécessite d'avoir un smartphone, bien entendu, pour pouvoir avoir ces informations. Ou sinon, après, il y a les autres supports, les supports écrits. Mais là, du coup, je vais vraiment parler sur le SMS. Donc, du coup, de l'information qui soit bien claire, avec peu de caractères, qui peut renvoyer, du coup, soit sur un flyer qui va être mis dessus et qui nécessite d'être retravaillé pour être accessible sur smartphone, ou sinon de renvoyer sur tout simplement des pop-up d'inscription. Donc en gros, c'est des petits messages qu'on va ouvrir pour pouvoir après valider l'inscription du locataire sur ce type de dispositif. Et nous, on va revenir vers eux dans un deuxième temps, soit pour leur expliquer la démarche, comment se connecter, soit du coup leur donner l'information complète du dispositif. Et donc, vous avez en slide suivante un exemple de mail. La slide suivante. Alors, je ne la vois pas apparaître. Ouais, parfait. Et donc, du coup, par exemple, voilà un exemple de mail. Alors, forcément, dans le mail, on peut mettre plus d'informations. Et donc là, on a pu mettre, donc ça, c'était pour l'Open Lab qu'on a mis en place avec Silver Valley et du coup, la CNAV, où on a envoyé du coup une demande de participation à nos locataires d'Aubervilliers. Donc, ça nous a permis de distribuer rapidement à tous les locataires d'Aubervilliers qui avaient plus de 60 ans, qui voulaient et qui pouvaient recevoir un mail ou un SMS. Et donc, on a envoyé automatiquement un mail, un SMS pour les toucher. Et en même temps, on a fait de la communication en parallèle aux équipes de proximité pour pouvoir relayer l'information. Et donc, du coup, on les invitait à s'inscrire via ce dispositif ou s'ils ne pouvaient pas, à être remontés par les gardiens pour qu'ils puissent participer à ce dispositif. Donc voilà pour à peu près la communication par mail et SMS autour des 2 ateliers. Alors je vais peut-être préciser, l'atelier de plus de pas du PRIF, on l'a fait en distanciel. Donc c'est-à-dire qu'on a mis un lien visio globalement où les locataires avaient juste à cliquer sur le lien pour pouvoir se connecter directement. Il n'y avait aucune manipulation à faire et ça a plutôt bien marché. On mettait un créneau d'accompagnement et souvent une session test au préalable pour s'assurer qu'ils puissent se connecter dans de bonnes conditions. Et là-dessus, on n'a pas eu de remontée négative avec Kipling qui a porté du coup l'atelier auprès de la connexion des locataires. Maintenant, dernière information et dispositif qu'on peut utiliser. Alors, juste pour les travaux d'adaptation, bon, tout le monde connaît un petit peu ce que c'est les travaux d'adaptation. Nous, on a 3 canaux à l'heure actuelle pour réaliser les travaux d'adaptation. On fait ce qu'on appelle donc à la demande, donc en diffus. On va avoir ce qu'on fait dans le cadre des réhabilitations et puis on va avoir ce qu'on fait dans un plan spécifique de travaux qui est ce qu'on appelle les adaptations de logements en masse. Et globalement, on va cibler des immeubles à fort enjeu vieillissement où on va avoir à peu près plus de 20% de locataires, enfin plus de 20% de logements où on a un locataire qui a plus de 70 ans. Et donc sur ces immeubles qu'on a ciblés à fort enjeu vieillissement, on va avoir une communication de masse où on va aller cibler tous les locataires qui ont plus de 60 ans
et leur proposer des travaux d'adaptation. Ce qu'on avait tendance à faire au préalable sur les années antérieures, parce que nous, c'est un projet qu'on mène depuis 2016, on avait tendance à faire des réunions en pied d'immeuble pour présenter un petit peu les cas pratiques, avec une petite photo démontrant les travaux, où j'expliquais, où les différentes équipes pouvaient expliquer du coup le périmètre des travaux, ce qui allait être fait, etc. Et donc là, forcément, sur l'année 2020, c'était un peu plus compliqué de pouvoir présenter en distanciel. Et donc, on a voulu présenter d'une nouvelle façon les travaux qu'on pouvait mettre en place et ce que je vais vous présenter. Et donc, globalement, on est sur une communication qui va être identique à ce que je vous ai montré au préalable, avec en plus les coupons-réponses qu'on va récupérer au niveau des gardiens sur la demande, mais surtout, ce que je vais vous présenter, c'est du coup, pour aider à l'acceptation des travaux et de proposer un peu quelque chose de sympathique qui donne envie aux locataires de se projeter et d'accepter les travaux, on a présenté donc 2 cas, parce qu'on a plusieurs cas types, mais on a en tout cas mis 2 cas types qui sont entre guillemets des images VR, donc vous les avez en lien, je vois qu'ils les ont mis, alors je ne sais pas s'ils peuvent activer directement le visuel en direct, mais en tout cas, ils vous les ont mis en lien. Ça vous permet, entre guillemets, de vous projeter dans l'adaptation type qu'on va faire pour des seniors. Ça va être soit une adaptation classique avec une porte battante ou une adaptation classique avec une porte coulissante. Donc, vous pouvez les faire défiler, vous pouvez vous projeter et donc ça fait une vue immersive sur la future adaptation et c'est pour aider les gens à se projeter parce que ce qui remonte souvent, c'est qu'ils ont un peu de mal à se projeter. Et donc là, n'ayant pas la réunion, du coup, il faut trouver d'autres canaux. Et donc là, on a trouvé donc, ce moyen-là de le mettre directement dans nos mails et dans nos SMS pour le présenter. Et s'ils sont motivés par l'adaptation, du coup, ils nous mettent qui veulent participer, enfin, qui veulent en tout cas avoir l'adaptation, ils nous remettent leurs réponses. Et nous, après, on va revenir avec les équipes pour mettre en place les travaux. Ceux qui n'ont pas eu cette information-là, parce que vous allez avoir certains locataires qui vont être sur de la rupture numérique et donc il faut réussir à accompagner. Ce qu'on fait globalement sur ces personnes-là, on enverra aussi un coupon réponse papier comme on avait l'habitude de le faire. Et en plus de ça, on fait un phoning, c'est-à-dire qu'on va rappeler les locataires qui n'ont pas répondu, savoir s'ils ont eu l'information, si ça les intéresse ou non, et on va qualifier ces retours-là pour savoir s'il y a une opération à faire ou non auprès de ce personnel, enfin ce locataire. Enfin, ces locataires, pardon. Et donc, ce qu'on a présenté dans le mail et dans le SMS, bien entendu, sera présenté aussi en direct par nos équipes de proximité, que ce soit le RTS, que ce soit le gardien ou que ce soit la maîtrise d'œuvre ou l'ergothérapeute qui va travailler sur le projet pour montrer directement les cas pratiques et ce que ça doit donner dans le futur pour qu'ils arrivent à se projeter. Donc là, les cas pratiques que vous avez, pour être franc, je n'ai pas mis de photo avant-après, mais j'aurais pu mettre, et on va le mettre, on va communiquer dessus à la RIVP. Globalement, on est sur la même chose parce qu'en fait, j'ai mis les produits types qu'on met au sein de la RIVP. Donc, c'est-à-dire que les barres d'appui, etc., c'est ce qu'on met et qui a été modélisé en 3D pour donner vraiment une bonne vue aux locataires. Donc, on a essayé d'être au plus réel. Et du coup, ce dispositif-là est mis, bien entendu, dans les adaptations en masse, mais il va être vulgarisé là, donc à partir de cette semaine, on va dire plutôt semaine prochaine, aussi sur toutes les équipes de proximité dans le cas des travaux en diffus et sûrement aussi dans le cadre des réhabilitations quand ils auront exactement les mêmes cas déployés dans les travaux. Alors, j'ai été peut-être un peu moins, j'ai essayé de vous donner de façon très concise à peu près l'ensemble de la démarche et j'espère avoir été compris de tous. Alors, par contre, je vois qu'on n'a pas pu partager les cas, c'est un peu dommage. J'espère que tout le monde a pu les manipuler et l'objectif vraiment, c'est de vulgariser les travaux d'adaptation pour les rendre non stigmatisants et vraiment, entre guillemets, ce que j'appelle le design for all, mais vraiment accepté de tous et pas que pour les seniors. Alors oui, alors dans le chat, on a mis le lien pour les cas, donc vous pourrez les regarder, elles sont dans le chat qui tourne. Les amis, oui, les amis. C'était très clair, merci beaucoup Rémi pour cette approche. Et puis c'est vrai que merci aussi pour l'année dernière, ces Open Lab qu'on a pu faire qui nous font tous avancer. Merci pour ces témoignages. Donc on termine. Un petit commentaire sur les Open Lab. L'Open Lab qu'on a fait, c'était retraité fragile. En gros, vraiment, donc point d'interrogation. C'était un peu un Open Lab pour casser les préjugés
Et je pense que ça, enfin, en tout cas, vraiment, les locataires qui ont répondu à cet Open Lab ont permis un peu de casser les préjugés parce qu'on avait vraiment des profils complètement différents et dont une locataire qui avait 78 ans qui était beaucoup plus connectée que moi, c'est-à-dire qu'elle utilisait Géoportail, et je pense que c'est vraiment à signaler, dès qu'on lui donnait des indications sur des destinations qu'elle ne connaissait pas, elle allait sur Géoportail ou sur d'autres dispositifs pour voir à quoi ça ressemblait, etc. Et je trouvais que c'était important de le souligner. Oui, merci beaucoup. C'est une parfaite transition justement pour donner la parole aux résidents du parc social. Donc, dans le cadre de Silver Valley et soutenu par la Caisse nationale d'assurance vieillesse Île-de-France et donc les services de Christiane Flouquet particulièrement, Silver Valley a pu créer une communauté de plusieurs milliers de seniors qui vivent dans plein d'endroits différents, y compris dans le parc social. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on peut animer des Open Labs, recueillir les avis, tester des solutions. Et ce matin, on a eu notre matinée communauté bénévole Open Lab et on a vu toute l'énergie qu'il y avait puisque on a deux marraines de haut vol avec Marie de Henzel et Michel Delaunay, l'ancienne ministre, qui stimulent un peu cette communauté et qui nous permet de réfléchir sur ces sujets, y compris sur les sujets de la prévention ou de l'adaptation de l'habitat. Donc c'est une parfaite transition pour donner la parole à Chantal Cousin qui a accepté avec Jocelyne Collin qui témoignera ensuite de témoigner de qu'est-ce que c'est que vivre dans le parc social. Voilà, donc Chantal, je vais te laisser prendre la parole. Merci beaucoup d'accepter ce témoignage. Je trouve que c'est parfaitement cohérent. Donc avec la CNAV, on s'est dit que c'était très intéressant de parler de 4 initiatives innovantes et puis de terminer l'après-midi avec les témoignages de ceux qui sont dans les résidences. Et ensuite, on pourra évidemment échanger tous ensemble. J'aurais bien aimé dire autour d'un pot de l'amitié, ça sera pas possible, ça sera de l'amitié digitale. Alors Chantal, je te laisse mettre ta caméra, ton micro, et c'est à toi de jouer. Merci encore d'accepter de témoigner. Bonjour à vous tous et je remercie énormément la Silver Valley de me permettre de pouvoir intervenir au milieu de vous tous parce qu'effectivement, habitant dans le 13e, je suis locataire et au cours de ma vie, ayant ma famille s'étant rétrécie forcément, mais les enfants s'en allant, j'ai eu l'occasion de pouvoir passer d'un logement plus petit à un logement, d'un logement plus grand à un logement plus petit. Et je pense qu'il faudrait une première chose pour moi est de faire connaître une nouvelle loi qui est la loi MOL, qui permet aux personnes qui ont des changements du nombre de familles, de personnes dans sa famille, de pouvoir justement adapter et changer de logement dans un même lieu. Et ça, c'est une chose en fait qui n'est pas assez connue et que j'ai constaté parmi les personnes de mon immeuble où il y a 3 bâtiments. Quand on leur a parlé de cette loi MOL, ça leur a fait peur. Donc je pense qu'il y a cette prévention à faire et cette prévention à faire, elle est à faire pas simplement quand les personnes ont 60, 65 ans, mais on pourrait très bien la faire d'une façon collective ou individuelle, c'est-à-dire collective par l'intermédiaire soit du gardien qui peut proposer et dire en fonction de la connaissance de ces locataires que peut-être il y aurait une possibilité de changer d'appartement. Il y a aussi une prévention qui pourrait être intéressante à être faite par rapport à des fiches qui pourraient être mises avec la quittance de loyer ou alors tout simplement une prévention par les mutuelles. Je pense aussi qu'il y aurait une prévention à faire qui est dans l'entourage, c'est-à-dire aussi bien au niveau du bâtiment, améliorer et demander aux locataires qu'est-ce qu'ils pensent en faisant une réunion qui serait à l'initiative du bailleur et
avec les gardiens, que ces gardiens soient des personnes qui soient beaucoup plus impliquées dans le logement, dans les bâtiments, et qui puissent renseigner chaque locataire sur ce que justement la CNAV, le PRIF pourrait donner. Cette information, pour moi, elle n'est pas connue. En fait, je l'ai connue par les Silver Valley, simplement. Je pense aussi qu'il y aurait peut-être une possibilité de se dire que les logements à l'heure actuelle, on n'a pas pensé au vieillissement, puisque nos générations antérieures vivaient moins longtemps. Maintenant, on a la chance de vivre 4 fois plus longtemps qu'avant. Et qu'on pourrait voir à améliorer l'entrée des bâtiments, faire des bâtiments de plein pied, avoir des éclairages différents, avoir des cages d'escalier avec de quoi porter ses courses, un aménagement du genre un petit porte-panier qui va suivre la rampe d'escalier. On pourrait aussi, je pense, voir à faire des open, alors on va pas parler open, on va pas parler en anglais, mais des réunions constructives, vraiment entre le locataire, l'ensemble des locataires et le bailleur, mais que ça serait plutôt le représentant technique, de façon à ce que ces réunions soient constructives et ça ne soit pas quelquefois, comme j'ai pu le voir, sur des réunions de locataires où en fait on est là à trouver que tout ne va pas, que tout va pas bien, etc. Au contraire, c'est pas ça le but d'une réunion, c'est d'impliquer ces locataires dans les aménagements. Et tout à l'heure, l'un ou l'autre disait que en fait on ne parle pas de déambulateur. Ah si, c'est important de parler du déambulateur parce que forcément le corps vieillit, mais l'esprit ne vieillit pas. Donc, de façon à accompagner le corps, il faut pouvoir permettre à ces personnes d'utiliser leur déambulateur pour passer facilement dans les couloirs, dans les entrées, ouvrir les portes facilement aussi. Je pensais aussi que par rapport justement à l'aménagement, il y a l'aménagement du logement interne et que là, effectivement, la CNAV fait d'énormes propositions, mais qu'on ne connaît pas individuellement. Toujours là aussi, par l'intermédiaire, je pense toujours à ce moyen simple qui sera plus peut-être du papier, parce que en fait, je pense que notre génération, ma génération, effectivement, je vais être sur le portable, etc. Mais la génération à l'heure actuelle, qui a entre 80 et 100 ans, qui sont dans les HLM, n'ont pas cela. Donc, par contre, comme dans avec notre quittance, on nous donne toujours des petites informations sur les parties des logements qui sont mis en vente, on pourrait peut-être faire justement connaître le PRIF, faire connaître ce système de jeu qui permet de s'adapter, de voir si ça va, vous justement avec vos pièces de théâtre. Et je pense que le moyen du gardien aussi, nos gardiens, mon expérience personnelle dans mon ensemble de bâtiments, c'est que très souvent, on a eu des gardiens qui étaient très passifs et on leur demandait qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que dans les travaux de rénovation ça va se passer, et qui nous disaient bah non, moi je ne sais pas. Donc donner cette importance aux gardiens, en faire un vrai métier et pas simplement un agent, comme on dit, d'entretien du sol. D'ailleurs, c'est la vécu comme appellation. Mais que ça soit vraiment le lien, mais le lien aussi avec le responsable du bâtiment. Et puis alors l'environnement aussi, alors il y a aussi une possibilité aussi de faire de la prévention. Alors la prévention,
c'est penser le vieillissement, tout simplement. Voilà, penser le vieillissement. On peut le faire aussi par l'intermédiaire des médecins, des kinés. Je pensais à la mairie, mais à la mairie, peut-être pas avoir simplement le service social, parce que quelquefois, c'est la même chose. Les gens au service social, ça les rebute un petit peu. Je pense que j'ai fait un peu le tour de mon ressenti par rapport au fait que je suis locataire en HLM. Hein, mais j'insisterai fortement sur cette possibilité de changer d'appartement et dans un périmètre assez réduit. Et cet échange est important, je pense, parce qu'en fait, ça permettrait à beaucoup de personnes âgées qui sont en difficulté dans leur appartement, parce qu'il est trop grand, parce qu'il y a des aménagements à faire, ils ne peuvent pas les faire, et de pouvoir y arriver. Voilà. Merci beaucoup Chantal pour ce retour. On va terminer, on va essayer de faire le plus court possible pour qu'on puisse aussi échanger un petit peu, parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard. On va terminer par Jocelyne. Si Jocelyne, tu es là. Oui, je suis là. Tu peux... Eh ben, c'est parfait. Je te laisse prendre la parole et donc donner ton point de vue en tant que résidente du parc social parisien. Alors, je vous remercie. Alors, je voulais tout de suite m'excuser parce que comme il y a des travaux actuellement dans l'appartement, vous allez peut-être entendre des perceuses. Alors moi, je suis très admirative des bailleurs qui se sont exprimés parce que justement, moi, je suis en plein dedans. Actuellement, mon bailleur refait les salles de bain, les cuisines, les WC pour certaines personnes, mais il y a une architecte qui est passée, qui a regardé l'état des salles de bain, des cuisines et des WC et qui a décidé, votre cuisine est bien, on ne vous la refait pas, votre WC sont bien, on ne vous les refait pas. Elle n'a pas du tout proposé de mettre des douches et en fait, j'ai appris que ce n'était pas pour le confort et pour améliorer le bien-être des locataires, c'est simplement parce que les appartements ne sont plus aux normes et donc ils ont changé le compteur électrique, les baignoires et tout ça. Donc si vous voulez, je suis très admirative des bailleurs qui ont parlé. Moi, je voulais surtout vous parler de ce que nous essayons de faire à Génération 13 pour sensibiliser les personnes justement en leur disant qu'il faut entretenir sa santé, prévoir la vieillesse et penser à aménager son appartement. Donc, depuis longtemps, à Génération 13, nous faisons la prévention des chutes, nous faisons la danse-thérapie, nous avons signé une convention avec une start-up qui est venue faire des conférences quand on pouvait encore à la maison des associations pour expliquer aux gens ce qu'il fallait changer dans leur appartement et ne pas attendre qu'ils ne soient plus capables de monter dans la baignoire ou tout ça pour faire ce qu'il faut. Donc, Génération 13 a pris en charge, grâce à la conférence des financeurs qui nous a donné une subvention, la visite d'un ergothérapeute chez les personnes qui le désiraient. Donc, ils sont allés voir en disant ce serait bien de faire ci, de faire ça. Ils ont expliqué, comme on disait, les tapis qui glissent. À la prévention des chutes, on a expliqué aux gens qu'il fallait essayer d'avoir toujours son téléphone portable dans la poche, justement pour si elle tombe, pouvoir téléphoner tout de suite. Et donc, cet ergothérapeute va très loin, puisque une fois que les personnes ont dit oui, il faudrait bien faire ci, faire ça, il se charge des dossiers, des demandes de subventions, il aide les personnes à réaliser leurs dossiers, il trouve aussi les artisans et il contrôle tout jusqu'au bout. Et nous nous sommes aperçus là que justement les personnes avec le confinement avaient des problèmes pour suivre tout ce que nous continuons à faire en visio, c'est-à-dire la prévention des chutes, le Qigong et tout ça. Donc nous avons décidé, dès que nous pourrons reprendre nos activités à l'association, de former les personnes plus sur justement tout ce qui est team, tout
tout ce qu'on peut faire en visioconférence parce qu'il y a des seniors qui sont équipés, qui se débrouillent très bien en informatique, mais qui ne peuvent pas suivre les cours parce qu'ils n'arrivent pas à se connecter et que malheureusement, à distance, c'est difficile de leur expliquer. En plus, bon, le bouche à oreille marche très bien. Quand il y en a qui sont satisfaites de ce qui a été fait dans leur logement et disent aux copines, tu sais, tu devrais peut-être faire ça, parce qu'on commence à vieillir, fais attention, tu as un tapis, il faudrait peut-être mettre une barre et ça passe très bien. Donc, voilà, moi, ce que je voulais vous dire. Nous essayons depuis de longues années à Génération 13 de partager le message de prévention pour le bien vieillir, puisque notre devise est bien vivre ensemble pour mieux vieillir. Voilà. Merci beaucoup Jocelyne pour ce message d'abord de valorisation de Génération 13, effectivement, qui est une association en tout cas phare dans l'écosystème Silver Valley, puisqu'on fait beaucoup de choses ensemble et puis qu'il y a, faut le rappeler, plus de 600 membres, ce qui est quand même énorme pour l'arrondissement de Paris, Paris 13. Donc merci. Alors on arrive donc au terme effectivement de cet après-midi de discussion. Je vais relaisser la parole bien sûr à Christiane Flouquet pour terminer. J'en profite encore pour vous remercier de votre attention. N'hésitez pas encore à mettre des questions dans le chat afin que Christiane puisse y répondre, Marguerite ou éventuellement Silver Valley et puis peut-être entre vous. Donc on le rappelle. Peut-être Titouan, comme ça, avant vraiment de faire la conclusion, tu peux mettre la slide sur les webinaires, la slide 48, pour qu'on puisse, que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on a imaginé pour vous. Donc l'idée, c'est donc ce cycle, j'en ai parlé au début. L'idée, c'est d'accompagner, renforcer les projets de prévention avec les différentes démarches. Donc aujourd'hui, on vous a proposé des propositions inspirantes avec des témoignages, bien sûr. On pourra aussi vous proposer des outils très concrets, puisque que ce soit bien sûr la CNAV avec les appels à projets et les projets accompagnés par la CNAV et les très nombreux projets présents chez Silver Valley. L'idée, c'est évidemment de vous proposer des outils, des actions concrètes, la mise en œuvre, comment est-ce qu'on peut faire, et puis évidemment quels enseignements on peut tirer. Donc vous voyez que le prochain webinaire aura lieu le 6 mai 2021 aux mêmes horaires, sur le même format. Et ensuite, on proposera un dernier rendez-vous au second semestre et on reviendra vers vous à ce moment-là. Donc, en tout cas, merci à vous. Je laisse la conclusion générale à Christiane Flouquet, directeur de l'action sociale pour la région Île-de-France. Et donc, Christiane, à vous l'honneur de conclure cet après-midi. Merci à tous pour vos témoignages, bien sûr à tous les intervenants et experts, mais également aussi aux 2 témoignages qui ont été faits par des vrais locataires et donc la vraie vie. Témoignages là aussi inspirants, mais je vais le dire aussi simplement un peu frustrant parce que on voit bien à quel point le chemin est encore long pour faire passer les informations, les communications. Peut-être dire, et ça sera plutôt des réponses pour faire en lien avec ce que Chantal a pu dire, c'est que si nous travaillons avec les bailleurs sociaux, c'est justement parce que nous sommes convaincus que les bailleurs sociaux peuvent parler à leurs locataires et relayer tout ce qui existe sur le territoire. C'est un moyen pour nous de rendre les ateliers du PRIF accessibles à tous. Ce sont effectivement des ateliers qui ne sont pas gratuits, mais qui sont offerts en tout cas aux usagers, et donc c'est une offre de services réelle, utile, qui donne à la prévention des contenus vraiment en lien avec tout ce que nous avons pu identifier. Donc oui, le bailleur social, c'est celui qui va pouvoir donner ces informations-là, multicanal. On a parlé des gardiens, mais aussi des contacts directs qui peuvent se faire. Et puis aussi dans le cadre de cette convention cadre que nous avons passée, donc avec l'essentiel des bailleurs sociaux d'Île-de-France, nous avons mis en place et nous allons inaugurer très bientôt ce qu'on appelle des visites de prévention.
Et donc, c'est des visites offertes aux retraités qui auront déjà eu des travaux. En tout cas, dans un premier temps, on commence comme ça, c'est quand même plus simple. Et pour justement donner toutes les informations sur ce qui existe et donc produire ce qu'on appelle pour le moment un passeport prévention, mais en tout cas qui capitalisera toutes les ressources existantes sur le territoire. Et puis aussi, Chantal, vous avez parlé, alors vous n'avez pas utilisé ce terme, mais en tout cas, c'est ce que nous, on appelle la mobilité résidentielle. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. On est tous convaincus qu'il vaut mieux parfois déménager dans un logement plus petit, plus adapté, que de rester dans son logement. Et vous faites partie des convaincus, mais et en réalité, il faut souvent convaincre réellement les personnes d'accéder à cette offre de services sur lesquels les bailleurs sont très mobilisés, sont très partants, effectivement, pour apporter des réponses utiles. Voilà globalement ce que je voulais dire. Peut-être lorsqu'on dit comment parler de prévention et comment amener finalement les personnes aux différentes ressources qui existent, dont les ateliers du PRIF, bien entendu. Moi, je dirais j'ai cru comprendre dans tout ce qui a pu être dit, c'est qu'en fait, il faut donner envie, il faut faire envie. Et donc, c'est parce qu'on aura des projets inspirants, ludiques, telles que les pièces de théâtre, telles que d'autres offres, telles que les escape games, etc. Il y a les jeux, les réunions. C'est parce qu'on aura donné envie aux personnes qu'on aura les moyens de leur apporter toutes ces ressources qu'on a construites ensemble et qu'on va continuer à construire avec vous. Voilà, encore une fois, merci à tous et on va essayer de répondre d'une manière plus concrète, si nécessaire, à toutes les questions que vous pourrez vous poser. Merci Christiane. S'il y a des questions spécifiques, vous pouvez lever la main, vous exprimer, sinon les mettre dans le chat. Sinon, on se retrouvera le 6 mai avec les mêmes conditions, malheureusement en digital. Mais bon, c'était assez fluide malgré tout. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Alors, oui, j'ai des questions. Donc, une question de Monsieur Timothée Vial. Voilà, je vous donne la parole. C'est à vous. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je voulais apporter un complément d'information sur le projet avec lequel j'ai travaillé avec M. Guillou, donc de la société Les Boulders. C'est vrai que moi, ce qui m'a marqué lorsque j'ai commencé à travailler chez les bailleurs sociaux sur le sujet de la prévention, c'est qu'on était systématiquement sollicité sur des remplacements de baignoires en douche. Et c'était vraiment là je pense la plus-value des kits d'auto-évaluation, c'est d'aborder vraiment d'autres sujets avec les locataires, parce que je suis convaincu que si on n'intervient que sur cet aspect-là du logement, qui certes est un aspect important, mais on passe à côté de plein d'autres choses. J'étais encore ce matin chez un locataire où il y a des tapis partout dans l'appartement, enfin voilà. Et c'est vrai que ces kits d'auto-évaluation sont vraiment un bon support pour engager le dialogue, de la part parfois de conseillères sociales qui peuvent travailler chez nous et qui ont tout un niveau un peu différent sur la prévention. Certaines sont plus à l'aise, vont en parler facilement. D'autres vont avoir besoin de ce genre d'outils pour engager la conversation avec les locataires. Et voilà, donc c'est des outils aussi bien de sensibilisation dans le diffus que pour nous, moi je le vois aussi comme un outil de concertation qui nous permet en amont des réhabilitations même de détecter des choses que l'on n'aurait pas identifiées, par exemple, au-delà, voilà, tout simplement des pièces, des personnes sur des logements petits, parfois s'accaparent les entrées pour y mettre des meubles pour faire une extension de la cuisine, par exemple, y ranger tout un tas d'ustensiles. Voilà, et ça, c'est en amont des réhabilitations, ça peut nous permettre, ces dialogues avec nos locataires, de discuter après avec les architectes qui vont travailler avec nous pour voilà, arriver à répondre aux problématiques que les habitants connaissent mieux que nous. Et donc, ils se sont appropriés leur logement, à nous de réhabiliter, mais en leur permettant de garder voilà, le bien-être qu'ils ont réussi à se créer au fil des temps en aménageant leur logement. Voilà, tout ça. C'était juste un petit complément là-dessus. Voilà.
Peut-être justement, je profite de l'occasion pour vous rappeler, parce que comme on parle des ateliers du PRIF, pour certains ça peut paraître très générique et être un peu flou. Nous avons notamment, même si aujourd'hui on souhaitait aussi parler d'autre chose que de l'habitat, mais on a l'atelier Bien chez soi qui est fait par le PRIF, qui vient aujourd'hui, enfin qui est en train de se reformater. Qui va être mis en place assez rapidement avec plusieurs opérateurs. Et c'est vrai que, entre autres, l'outil des boulders, donc que la CNAB avait contribué à mettre en place, sera certainement un des outils utilisés et qui pourra conduire notamment à une visite d'ergo offerte à tous les locataires qui auront profité de ces ateliers. Voilà, donc on est bien dans une offre de service, un parcours complet qui permet, je l'espère, d'accéder à toutes nos offres de services.